Je me présente, Romain Campillo, je suis chef du service prévention des risques industriels, climat, air, énergie à l'Adréal et mon intervention portera sur les enseignements que l'État a tirés de l'accident de Lubrizol. Cette intervention sera structurée en trois grandes parties, donc un retour sur le déroulé de l'accident. Ensuite, un petit rappel de l'ensemble des enquêtes et des travaux qui ont été conduits pour faire toute la lumière sur l'accident. Et puis, dans une dernière partie, le plan d'action gouvernemental et quelques mots de la mise en œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, tout d'abord, un point de situation sur le site. On se trouve dans une zone industrielle à 3 km de Rouen et il y a 3 installations classées pour la protection de l'environnement qui sont concernées. Le premier, c'est le site de Lubrizol, identifié comme le site A sur la diapositive, dont l'activité principale est la fabrication d'additifs et d'huile pour moteur, de lubrifiants industriels, et qui est classé Seveso seuil haut. C'est la raison pour laquelle il a fait l'objet d'un plan de prévention des risques technologiques qui a été approuvé en 2014 et dont la partie réduction du risque à la source a permis de supprimer et de déplacer des stockages qui se trouvaient dans la zone qui a été sinistrée. Donc si dans la suite de l'intervention, on va commenter l'accident tel qu'il s'est déroulé et ses conséquences, il me semble important de rappeler que les mesures de réduction du risque à la source et les mesures de prévention ont permis d'éviter un accident qui aurait pu être de plus grande ampleur avec des impacts plus importants. Le deuxième site, c'est le site Normandie Logistique, qui est identifié comme le site B, qui est un site d'entreposage qui était connu de l'administration sous le statut déclaratif et qui a lui aussi été largement touché par l'incendie. Et enfin, le troisième site, qui est moins concerné, mais dont on reparlera, c'est un site d'installation de traitement de déchets, site identifié C sur l'image. Revenons sur le déroulé de l'accident chronologique. La détection du feu a lieu à 2h40, et c'est un employé du site C que je viens de citer qui donne l'alerte à un moment où vraisemblablement les flammes sont déjà importantes puisqu'il les aperçoit par-dessus les bâtiments Normandie Logistique. Donc elles font déjà plusieurs mètres de hauteur vraisemblablement. Les pompiers arrivent sur site à 2h52 et déclenchent assez rapidement des moyens mobiles et des rideaux d'eau pour protéger certains bâtiments de stockage chez Lubrizol. À 3h, le feu se répand dans la zone de stockage extérieure entre les bâtiments et se propage assez rapidement au bâtiment de Normandie Logistique, donc en bas de l'image, et sur les zones entre les bâtiments de stockage de Lubrizol. Le sprinklage automatique, c'est-à-dire l'arrosage intérieur du bâtiment A5, permet de protéger dans un premier temps ce stockage-là. De 3h20 à 4h09, les employés de Lubrizol et les services d'intervention déplacent les stocks des produits les plus toxiques pour les éloigner de la zone qui pourrait être touchée par l'incendie. Et à 3h28, un premier périmètre de sécurité est établi à 300 mètres du site. À 3h34, le bâtiment A4, donc en haut à droite, prend feu à son tour. À 3h45, le centre opérationnel départemental est activé par le préfet et celui-ci porte le périmètre de sécurité à 500 mètres. À 4h, il y a la première information de l'événement qui est diffusée à la radio. À 4h15, la réserve interne d'eau arrive à épuisement, ce qui conduit à l'arrêt du sprinklage sur le bâtiment A5 et qui conduit à son embrasement. L'incendie de ce bâtiment va entraîner dans les heures qui suivent la ruine du toit et l'explosion de certains fûts qui, sous l'effet de souffle, vont projeter des fragments du toit qui est en fibrociment. Ça a été commenté par la presse au moment de l'accident.
À 4h50, la préfecture communique sur les réseaux sociaux. À 5h, le plan particulier d'intervention est officiellement activé. Et à 5h15, le premier communiqué de presse est publié. À 5h35, des bouteilles de gaz situées à proximité immédiate du bâtiment A5 explosent. Donc, c'est les détonations que certains riverains ont pu entendre. Et entre 6h et 8h, la levée du jour permet de faire les premières reconnaissances par hélicoptère et par drone. À 6h est activée la cellule d'appui à la situation d'urgence de l'INERIS, dont l'objectif était de modéliser la dispersion des fumées. Les premières recommandations sont émises pour la mise à l'abri des populations sur 13 communes. À 6h24, le préfet s'adresse à la population à la radio. À 6h45, il est annoncé la fermeture de 225 établissements scolaires. À 7h, le plan Polmar, donc prévention des pollutions maritimes, est activé. On y reviendra. À 7h45, les entreprises extérieures arrivent avec des renforts en moyens en eau et en émulseurs pour appuyer et suppléer aux moyens propres de Lubrizol. Et à 7h50 sont déclenchées les sirènes de Lubrizol. Là aussi, c'est un événement sur lequel on reviendra et qui avait été abondamment commenté. Le feu est circonscrit à 10h30, heure à laquelle les renforts des pompiers d'autres départements arrivent sur place et où le centre hospitalo-universitaire de Rouen met en place sa cellule de crise. À 13h, le feu est maîtrisé. À 14h, le barrage anti-pollution Polmar est complètement en place. À 14h30, le préfet adresse au maire via l'automate de gestion d'alerte locale automatisée. À 15h, quelques points chauds subsistent, mais l'incendie est terminé. Et donc ces points chauds vont continuer à dégrader certains produits qui vont continuer d'émettre des substances odorantes qui vont gêner les riverains. Alors, petit bilan avant-après, vous voyez que les entreposages extérieurs, les bâtiments de stockage de Lubrizol A4, A5 et les bâtiments 3, 4 sont complètement détruits et que les bâtiments 2 et 1 de Normandie Logistique sont partiellement détruits également. Le bilan de la phase accidentelle, donc sur l'incendie, c'est un incendie qui se sera propagé sur 3 hectares, un panache de fumée de 22 km sur 6 qui se sera étendu. On a constaté des retombées de suie jusqu'à 100 km à partir de l'incendie. Ce sont 9500 tonnes de combustible liquide qui ont été brûlées et 1300 fûts qui restent en décomposition après la fin de l'incendie. Les moyens mis en œuvre sont considérables. Je ne vais pas les lister complètement. 276 pompiers, 20 000 m3 d'eau qui sont utilisés et 96 m3 d'émulseurs. En ce qui concerne la gestion d'alerte et la communication, à 15h, ce sont plus de 1200 appels qui ont été reçus de la population par la préfecture, 237 sites d'enseignement qui sont fermés pendant plusieurs jours et des restrictions sanitaires qui sont émises sur les produits agricoles de 216 communes pour 26 jours. Il y aura aussi une enquête de santé post-accident dont on décidera qu'elle sera diligentée pour les personnels de secours et pour la population de ces 216 communes qui ont été survolées par le panache de fumée. Alors le bilan humain à date sur les conséquences directes de l'accident, il convient de le rappeler, l'incendie a fait 0 mort et 0 blessés graves directs. Sur les principaux effets concernent les conséquences des fumées, à savoir 254 personnes se sont présentées aux urgences dans les 20 jours qui ont suivi l'incendie, dont 9 ont été hospitalisées pour une durée de moins de 5 jours. 43 actes SOS médecins en lien avec les fumées ont été identifiés dans les 18 jours après l'incendie.
Et puis, il faut noter la gêne due aux odeurs incommodantes, parfois accompagnées de symptômes, qui s'est emparée d'une partie de l'agglomération rouennaise non négligeable. Je dis bilan humain à date puisqu'il a été décidé une étude épidémiologique de grande ampleur, de long terme, pour les habitants des régions Normandie et Hauts-de-France qui ont été survolés par un panache de fumée et dont il faut attendre le déroulement pour pouvoir dresser le bilan complet. Sur le bilan environnemental, donc sur la partie eau, je l'ai déjà dit, 20 000 mètres cubes d'eau d'extinction. Le barrage Polmar a réussi à limiter la diffusion des polluants qui se sont déversés dans la Seine. Cette pollution a été concentrée dans la Darse, où on a constaté une mortalité piscicole et du mazoutage d'oiseaux. Mais les opérations de pompage et de dragage ont permis de revenir à un état écologique jugé bon 21 jours après l'accident. L'impact écologique en dehors de la Darse est resté limité. En ce qui concerne les végétaux et les sols, donc les larges prélèvements qui ont été conduits n'ont pas mis en lumière d'effet direct de l'accident. C'est plutôt le bruit de fond dû à la pollution historique qui est constaté. Le bilan matériel, rapidement, 2000 déclarations de sinistres aux assureurs directs, des dépôts de suie qu'on a constatés dans 48 cours d'école, 3000 exploitations agricoles qui ont été concernées par des restrictions préfectorales et un impact non négligeable sur les activités économiques locales pendant le mois qui a suivi l'accident. Maintenant qu'on a balayé le déroulé et puis le bilan, revenir sur les voies de progrès qui ont été identifiées. Alors dans un premier temps, sur l'alerte. On a vu que l'alerte a reposé sur des moyens humains, que l'alerte a été relativement tardive puisqu'elle a eu lieu à un moment où les flammes étaient déjà importantes. Et donc, vraisemblablement, on aurait bénéficié d'une alerte un peu plus rapide. Le deuxième point de progrès, c'est dû à la propagation rapide de l'incendie. Donc des nombreux produits combustibles, donc tout ce qui était huile, lubrifiant, qui en temps normal sont difficilement inflammables, ont été rendus plus facilement inflammables par la chaleur dégagée par l'incendie. Ceux-ci étaient stockés en majorité dans des grands récipients vrac que vous voyez à l'écran, qui sont en plastique et qui du coup s'effacent, qui libèrent leur contenu lorsqu'ils sont soumis à des températures importantes. Et donc la conjonction de ces deux phénomènes fait qu'on se retrouve avec des nappes enflammées qui vont propager l'incendie, d'une part, et qui, d'autre part, vont gêner l'intervention des équipes de secours. Troisième point, sur les rétentions qui ont été débordées par l'ampleur du feu, habituellement conçues pour contenir le contenu des fûts. Vous avez vu qu'avec le volume d'eau d'extinction que la maîtrise de l'incendie a nécessité, on s'est retrouvé avec des rétentions qui ont débordé et donc qui n'ont pas joué le rôle de limitation de la propagation de l'incendie qu'on espérait. Et puis par ailleurs, une partie de ces rétentions était déportée et donc à plus loin que la zone du sinistre, et celles-ci ont été isolées pour justement limiter la propagation de l'incendie. Donc voilà, la conjonction de tout ça fait qu'on s'est retrouvé avec une capacité de rétention insuffisante. Enfin, dernier point, des capacités d'extinction qui ont montré leurs limites, ce qui n'est pas étonnant vu l'ampleur de l'incendie. Donc on a constaté, on l'a dit, que sur le site de Lubrizol, la réserve d'eau a été épuisée 1h30 après l'incendie, ce qui a conduit à la perte du sprinklage du bâtiment A5 qui était le plus vaste et qui l'a laissé en proie à des flammes. Sur le site B, il ne disposait pas de réserve d'eau ni de sprinklage et les moyens manuels qui existaient et qui étaient disponibles n'ont pas pu être mis en œuvre car à l'heure de l'accident, il n'y avait pas de personnel du site présent.
Alors après ce retour sur l'accident, je souhaitais revenir sur les enquêtes qui ont été diligentées, qui ont été très nombreuses. Cela faisait suite à la volonté du gouvernement de faire toute la lumière sur l'accident. Je les classerai en 3 catégories, puisqu'elles n'ont pas toutes le même objectif. Première catégorie, c'est l'enquête administrative que la DREAL a menée et qui visait à établir les conditions de reprise de l'activité du site. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur les 3 hectares qui ont été ravagés par l'incendie, cela concernait que la partie stockage du site Lubrizol, et donc il y avait toute la partie de production qui est très étendue et dont l'exploitant a souhaité, quelques mois après l'accident, pouvoir remettre en exploitation. Ensuite, il y a un deuxième bloc qui est toutes les recommandations au gouvernement et aux législateurs sur les évolutions à apporter soit à la réglementation installation classée pour la protection de l'environnement, soit à la doctrine de gestion de crise. Donc je ne détaille pas les rapports, mais parmi eux, il y a la mission d'information à l'Assemblée nationale qui a rendu ses conclusions en février 2020, et il y a la commission d'enquête sénatoriale qui a rendu son rapport en juin 2020. Tous ces rapports sont publics et sont librement consultables sur Internet. Et enfin, le dernier bloc, c'est l'enquête judiciaire qui vise à établir les responsabilités de l'accident, et donc celle-ci est encore en cours. Nous n'avons pas à ce jour d'éléments puisqu'elle est soumise au secret de l'instruction. Ces nombreux rapports ont permis de nourrir le plan d'action gouvernemental en 2 temps, puisque vous avez vu qu'il y a eu un phasage différent des rendus des travaux. Dans un premier temps, il a été annoncé par le ministère de la Transition écologique et solidaire le 11 février 2020. Et puis un deuxième volet qui a été complété à la fois par le ministre de l'Intérieur et puis par la ministre de la Transition écologique le 24 septembre 2020, donc à quelques jours de la date anniversaire de l'accident. Ce plan d'action se découpe en 5 grands axes. Le premier, anticiper et faciliter la gestion de crise. Le deuxième, renforcer la culture du risque et la transparence. On en a parlé en introduction. Le troisième, renforcer les mesures de prévention des accidents. Le quatrième, renforcer le suivi des conséquences sanitaires et environnementales d'un accident. Et le cinquième, renforcer les moyens de contrôle et d'enquête. C'est un plan d'action qui est très fourni, sur lequel on ne peut pas revenir de manière exhaustive, mais je vous propose dans la suite de mettre en lumière quelques-uns de ces plus gros éléments. Alors, sur un premier grand axe sur l'alerte et l'information du public, donc c'est la décision de généraliser le cell broadcast d'ici 2022, qui fait suite aux interrogations qu'il y a eu, puisque, on l'a commenté, la sirène PPI n'a été déclenchée qu'à 7 heures, alors que l'incendie s'est déclaré à 3 heures du matin. Donc la décision du préfet de temporiser le déclenchement de la sirène PPI, qui peut s'expliquer, vient du présupposé que utiliser la sirène part de l'hypothèse que les populations savent quels sont les réflexes et les bons comportements à mettre en œuvre au moment où ils entendent la sirène. Et donc là, il a été estimé qu'il était préférable de ne pas réveiller les gens pour leur dire de rester confinés chez eux et d'attendre le moment où ils se rendaient au travail pour diffuser cette alerte-là, au moment où il y avait déjà eu des communiqués un peu plus explicatifs dans les médias. Le cell broadcast a l'intérêt de ne pas reposer sur le présupposé que les populations sont informées et auront les bons réflexes au moment où ils entendront la sirène. Donc, il est prévu une mise en service sur l'ensemble du territoire national en 2022 avec certains territoires expérimentateurs dès 2021. Sur l'alerte et l'information du public, donc le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur
édicteront prochainement une doctrine sur les mesures immédiates à mettre en œuvre pour protéger les populations des impacts sanitaires d'un accident tel que Lubrizol. Et cette doctrine visera à être déclinée dans les plans ORSEC, donc Organisation des secours, et dans les plans particuliers d'intervention, pour que dans les accidents à venir, ces mesures-là soient de suite mises en œuvre. Ensuite, une réflexion a été décidée sur la modernisation des outils d'information et de concertation autour des sites. L'accident de Lubrizol a été l'occasion de nous rendre compte qu'un certain nombre de riverains de sites Seveso n'avaient pas connaissance de ce fait-là et des risques que cette proximité engendrait. Par ailleurs, l'État a fait le constat que de nombreux dispositifs existent aujourd'hui, on en a parlé, campagne quinquennale d'information, comité de suivi de site, et que malgré le temps que État, exploitants, pouvoir public passent dans ces instances que la réglementation prévoit, vraisemblablement on ne touche pas l'ensemble de la cible qu'on espère. Et donc peut-être qu'il faut moderniser, adapter ces outils-là aux outils qui sont permis en 2020. Le deuxième volet, c'est sur la réglementation installation classée pour la protection de l'environnement. Donc là, c'est directement des dispositions qui sont opposables aux exploitants des sites industriels. Le premier élément sur lequel je voulais revenir, c'est les plans d'opération interne, donc qui sont le mode d'emploi, enfin les premières actions que les exploitants doivent mettre en œuvre au moment où il y a un incident sur leur site, pas forcément un accident, mais même un incident sur leur site. Il a été décidé de renforcer les fréquences d'exercice et d'étendre l'obligation d'avoir un plan d'opération interne à de nouveaux sites. Donc concrètement, ce seront désormais tous les sites Seveso seuil haut et seuil bas qui devront avoir un plan d'opération interne. Les Seveso seuil haut devront le mettre en œuvre sous forme d'exercice au moins tous les ans, et pour les autres sites, ce sera au moins tous les 3 ans. Deuxième élément sur les produits de décomposition, désormais il sera attendu que l'étude de danger mentionne les types de produits susceptibles d'être émis en cas d'incendie. Donc c'est à la fois les produits stockés, mais aussi tout ce qui est conditionnement et ou bâtiment. Donc par exemple l'amiante du toit de stockage fait partie de ces produits susceptibles d'être émis, afin d'en disposer et de savoir quelles sont les substances qu'il faut rechercher dans l'environnement en cas d'accident. Les prélèvements environnementaux, justement, il sera demandé que les plans d'opération interne prévoient les moyens de prélèvements environnementaux, donc en amont d'un accident, pour pouvoir anticiper et pour pouvoir s'assurer que tout est mis en place et que les moyens, les méthodes sont bien disponibles. Sur les prescriptions, les dispositions en matière de stockage de liquides inflammables et combustibles, l'objectif des évolutions réglementaires est d'éviter le phénomène de nappe enflammée qu'on a constaté à Lubrizol. Donc les principales dispositions, c'est d'éloigner les stockages extérieurs des bâtiments, d'augmenter la capacité des rétentions pour stocker des liquides inflammables et pour éviter qu'ils ne se répandent, de renforcer les moyens de détection incendie et de surveillance des installations, et puis de limiter le recours aux récipients mobiles qui peuvent s'effacer pour stocker des liquides les plus inflammables. Un gros volet également sur les prescriptions entrepôts, donc, qui reprennent globalement ce que je viens de dire, donc à savoir les plans de défense incendie qui sont désormais obligatoires pour les plus gros entrepôts, l'éloignement des stockages extérieurs des bâtiments pour éviter les effets dominos internes, la mise à disposition des rapports de l'assureur, ça on en avait parlé,
Pour les nouvelles cellules, dispositions constructives renforcées lorsque c'est destiné à stocker des liquides combustibles. Et puis pour les plus gros entrepôts, ils sont soumis aux mêmes attentes que les sites Seveso, à savoir mentionner les produits de décomposition et planifier les moyens de mesure environnementale en amont. Connaissance des états de stock, là aussi un point qui avait été abondamment commenté. Donc désormais, les états de stock doivent être mis à jour quotidiennement par les exploitants, et cette mise à jour doit être mise à disposition des services de l'État sous une forme exploitable par les services, et doit avoir une version synthétique qui est lisible et compréhensible pour le public et qui pourra être diffusée en cas d'accident. Troisième volet sur les suites des contrôles et des accidents. Il a été décidé que d'ici un an, il sera publié les suites des inspections réalisées par les services de l'État sur les sites industriels. Il a été créé un statut de vigilance renforcée pour les exploitants les plus défavorablement connus de l'administration, qui devront s'engager auprès de la ministre à mettre en œuvre un plan de remise en conformité ambitieux qui donnera lieu à communication grand public. Enfin, la création d'un bureau en cas d'accident risque technologique qui, à l'instar de ce qui existe en matière de transport, fera le retour d'expérience des accidents pour en tirer soit les bonnes pratiques, soit les adaptations de réglementation que cela appelle. Alors, 2 points rapides sur la mise en œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque l'intervention suivante y est consacrée. Premier point, le gouvernement souhaite augmenter fortement la présence terrain et le nombre de contrôles réalisés par les services de l'État sur les établissements industriels. C'est une augmentation de 50% qui est prévue entre 2019 et 2022. Et donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on s'inscrira forcément dans ces directives. Et puis, deuxième grande action emblématique, c'est l'inspection de toutes les installations classées pour la protection de l'environnement qui se trouvent à moins de 100 mètres d'un établissement Seveso pour nous assurer qu'il n'y a pas d'effet domino qui aurait été oublié de ces sites-là vers les sites Seveso. Donc c'est une action qui est particulièrement ambitieuse en Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on a 180 sites Seveso, et donc encore plus de voisins potentiels à aller inspecter. Voilà, j'en ai fini avec mon intervention, et donc je suis prêt à répondre aux éventuelles questions. Je vous remercie, M. Campillo. D'abord, un point sur l'animation. Certains d'entre vous ne voient pas l'intervenant en visuel, tout simplement parce qu'on est victime un peu du succès, et à près de 300 participants, le système est un peu saturé. J'ai déjà quelques questions, M. Campillo. Il en est une qui revient à plusieurs reprises sur la technologie du self-broadcast. Au passage, je salue les personnes qui ont posé la question. Cyril Seux, qui représente le progrès, nous comptons sur vous pour relayer l'information, puisque quand elle est grand public, c'est un partage élargi via les médias, la presse papier. Donc Fabienne Castel, et on va revenir sur le self-broadcast, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer, M. Campillo, on complétera. Fabienne Castel, qui est riveraine et qui témoigne sur Dunkerque et qui signale qu'en cas d'incident ou d'accident sur la plateforme aux abords de laquelle elle se trouve, des modalités d'information par voie téléphonique permettent de les tenir informés en mode réflexe d'un accident qui surviendrait. J'imagine qu'en cas d'incident perceptible de l'extérieur, qu'il soit odorant, sonore ou visuel, vous avez également de l'information. Le self-broadcast, M. Campillo, pouvez-vous nous en dire un mot? Merci. Oui, alors le self-broadcast, c'est en gros un système qui permet d'envoyer un message à l'ensemble des téléphones portables qui sont connectés à un pylône téléphonique,
et donc qui permet d'envoyer sur une zone géographique à l'ensemble des téléphones qui y sont présents. Donc ça fonctionne sur l'ensemble des téléphones, pas simplement les smartphones, à la différence des outils de type application comme SAIP. Et d'après ce que j'en ai compris, ça permet aussi d'allumer, ça permet d'envoyer le message, y compris aux téléphones qui sont éteints. Merci, Monsieur Campillo. Une question, sachant il y a une enquête judiciaire sur le rôle des assurances. C'est FM Global de Madame Moresta, sauf erreur dans le plan d'action gouvernemental. Si je ne m'abuse, Monsieur Campillo, les assureurs devront communiquer à l'inspection leur rapport. Pouvez-vous nous préciser la chose, puisqu'on ne pourra pas répondre sur la question plus fine du quid du rapport de l'assurance FM Global au regard de l'enquête judiciaire. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, alors il a été donc les rapports d'assureurs n'ont pas le même objectif que les contrôles qui sont réalisés par les services de l'État. Les assureurs ayant vocation à identifier les mesures qui réduisent le risque, on va dire financier, là où les services de l'État vérifient la conformité à des règles, des dispositions réglementaires. Ce qu'il a été décidé, c'est que les rapports des assureurs devraient être mis à disposition des services de l'État dans le cadre de leur contrôle. Donc voilà, il n'est pas question qu'on reçoive l'ensemble des rapports des assureurs au fur et à mesure qu'ils sont produits. Par contre, c'est dans le cadre des contrôles que les services de l'État réalisent. Les rapports de l'assureur pourront être consultés. Ce qui donnera des informations complémentaires sur la gestion du site et le respect des bonnes pratiques. Alors, je vois que le chat s'emballe. Rationalisons la chose. On me signale que Fabienne Castel, et je la salue, est également élue à Mardic. Merci à Daniel Sojgadou. Sur la question des inspections, je reprends quelques chiffres du BARPI. Je salue leurs représentants qui sont connectés. Nous avons eu en 2006 près de 30 000 contrôles. En 2018, 30 000 contrôles de l'inspection, soit une baisse en 2 ans, sur les 2 dernières années de 34%. Vous avez évoqué l'ambition d'augmenter de plus de 50% les inspections. Avec quel effectif? C'est une question qui avait été posée également sur Grenoble. Je vous provoque, Monsieur Campillo, pouvez-vous nous éclairer sur les effectifs qui permettront d'augmenter les inspections et le cas échéant, qu'est-ce qu'on aura comme projection en Auvergne-Rhône-Alpes? Merci. Alors sur la question des contrôles, donc vous l'avez noté, on constate une baisse des contrôles dans les années passées à effectif constant. Puisque il y a des multiples facteurs qui peuvent expliquer cela. On a renforcé le contenu des études de danger, on était occupé par les plans de prévention des risques technologiques, et donc l'objectif du ministère est bien d'inverser cette tendance et de faire en sorte qu'une partie des activités qui étaient réalisées via du contrôle documentaire soient réalisées par du contrôle terrain. Donc, c'est une adaptation de la façon dont on réalise ces contrôles-là. Donc, je vous le disais, la baisse de contrôle a été a été observée à effectif constant, ce qui n'empêche pas le ministère de réfléchir à quelques renforts sur les effectifs de l'inspection. Ceci était annoncé à 50 inspecteurs pour l'année 2021 pendant l'été. En ce qui concerne le nombre de contrôles en Auvergne-Rhône-Alpes, donc on est à 2000 contrôles planifiés en 2020. On n'a pas modifié notre programme de contrôle malgré la crise sanitaire et les difficultés que chacun connaît. Et donc, on s'inscrit dans cette augmentation. On sera vraisemblablement à 2300 contrôles planifiés en 2021 pour les sites DREAL. Merci, Monsieur Campillo. On va du côté de la Ciotat. Beau Adrien, qui est étudiant hygiène, sécurité, environnement sur le site de la Ciotat. Une question que tout le monde s'est posée,
On a en partie la réponse, ou en tout cas les médias l'ont relayé. Pourquoi l'alerte n'a été donnée que si tard? Je rappelle que l'accident est intervenu, je prends mes notes, à 2h39. Une première information à 4h par voie de radio était mise sur la situation. Et on a à 5h, le plan particulier d'intervention, qui est l'outil d'aide à la décision du préfet, est déclenché. Et c'est à 5h15 qu'on a un premier communiqué, sachant que la sirène, ou les sirènes sur place, je sous-entends la sirène PPI, a été mise en œuvre à 7h50. Pourquoi autant de retard, Monsieur Campillo, si vous pouvez nous éclairer? Oui, alors c'est le préfet qui décide quand déclencher la sirène. Son estimation, je le disais dans la présentation, ça a été de dire il vaut mieux laisser les gens dormir plutôt que de les réveiller et parier sur le fait qu'ils connaîtront les bons réflexes pour rester confinés chez eux. Et ne pas, par exemple, tenter d'évacuer à un moment où voilà, les services de secours avaient besoin de pouvoir accéder rapidement au site. Donc, c'est vraiment le choix qui a été fait par le préfet. Tout à l'heure, on rappelait en introduction que il y a une part significative de la population qui ne connaît pas les bons réflexes à adopter lorsque la sirène PPI est déclenchée. Et donc, c'est vraisemblablement cet élément-là qui a présidé à la décision. Merci. Une question avisée de notre journaliste Le Progrès, comme on compte sur lui pour relayer largement l'information. Je la lis. Elle est intéressante, mais j'imagine bien que les industriels qui vont se succéder, je rappelle, Monsieur Sébastien Stérine pour Elkem Bolostar et Vincent Marchand, qui est chef du service HSE à Arkema Pierre Bénite. Voici la question. Le plan gouvernemental va contraindre à l'évidence les exploitants à des aménagements, par exemple, pour leur stockage. Leur est-il imposé un délai, Monsieur Campillo, et existe-t-il un accompagnement pour ce faire? Merci. Alors oui, bien entendu, il y a donc toutes les dispositions que j'ai égrenées, il y a forcément des délais de mise en œuvre. Ces délais sont ambitieux mais raisonnables, c'est-à-dire que tout ce qui touche par exemple à du constructif, donc sur du bâti existant, ça va être des délais de mise en œuvre longs. Et donc voilà, je peux pas revenir sur les échéances puisque à chaque disposition il y a une échéance particulière. Quant à savoir si les industriels sont accompagnés financièrement, enfin j'imagine que c'est ça la question qui est derrière. Donc non, les industriels ne sont pas accompagnés financièrement puisque en France, tout ce qui relève du respect à la réglementation ne peut pas être subventionné. Dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques, il y avait eu du cofinancement de réduction des risques à la source dans les cas où on avait calculé que ces mesures-là coûtaient moins cher que les mesures hors site, soit de renforcement du bâti, soit d'expropriation, soit de délaissement. Mais sinon, il n'y a pas d'accompagnement financier. Merci. Une dernière question qui me tient à cœur. Alors, elle est posée par un ADK. Je ne sais pas qu'est-ce que veut dire le pseudo. Si je la reformule, on est sur la problématique du relais d'information qu'on peut réaliser via les collectivités. Je rappelle que Monsieur le maire de Saint-Fond, Christian Duchesne, le rappelait, les élus sont garants légitimes en termes d'information de proximité. Pourquoi la ville n'a pas été-elle mise dans la boucle rapidement, justement afin d'anticiper et pouvoir informer la population avec des modalités d'information quelles qu'elles soient? Merci, Monsieur Campillo. Ce sera la dernière question pour cette tranche. Alors sur l'implication des élus dans la gestion de l'alerte, de ce que j'en ai compris, mais n'étant pas le préfet de Seine-Maritime, voilà, je peux pas parler en son nom.
De ce que j'en ai compris, c'est que le système d'alerte entre préfectures et mairies ne permettait pas de discriminer les mairies qui étaient, les communes qui étaient touchées par les fumées. Et donc, c'était l'ensemble des mairies contenues dans le rayon PPI, donc plan particulier d'intervention, et se sont retrouvés du coup alertés dans le délai que je mentionnais dans la présentation, des mairies qui n'étaient pas sous le vent et donc qui n'avaient pas le panache, donc qui n'avaient aucun impact de l'accident, alors qu'étaient exclus, à contrario, des mairies qui étaient un peu plus loin que le périmètre plan particulier d'intervention, mais qui étaient survolées par les fumées, qui constataient des retombées de suie sur le territoire de leur commune. Et donc, voilà, vraisemblablement, les outils qui étaient disponibles n'ont pas permis de diffuser une information à la maille géographique pertinente. Merci, Monsieur Campillo. Alors, on va demander à l'intervenant suivant, Monsieur Christophe Polge, de se préparer à intervenir. Donc, je me présente en préalable. Donc, je suis Christophe Polge, je suis le responsable de la cellule risque technologique au sein de l'unité départementale du Rhône à Villeurbanne. Donc, c'est la partie départementale de l'inspection et installations classées de la DREAL. Et donc, en complément donc, de la présentation de M. Campillo, je vais vous présenter la déclinaison du poste Lubrizol, comme on l'appelle, au sein du département du Rhône. Donc, à la suite donc, de l'incendie de Lubrizol, donc, on a eu un certain nombre d'actions et de déclinaisons qui ont été, et de directives qui ont été données notamment par notre ministère de tutelle. Donc, une instruction du 2 octobre qui demandait de rappeler aux installations, des installations Seveso leurs obligations. Donc, en premier lieu, l'important, c'était de leur dire qu'ils étaient les premiers responsables en termes de gestion des risques et de la sécurité de leur site, et de leur rappeler donc l'importance de gérer leur site au travers de leur étude de danger, de leur capacité opérationnelle de prévention et de protection et d'alerte. Il leur demandait aussi donc, une tenue à jour d'un inventaire des produits présents sur site, et d'une capacité à gérer les accidents hors des périodes normales, c'est-à-dire des périodes de moindre activité, la nuit, le week-end, en lien avec ce qui s'était passé à Lubrizol. Donc cette instruction nationale a été déclinée régionalement à travers de 2 courriers de M. le préfet de région du 3 octobre 2019, qui a écrit donc à l'ensemble des exploitants Seveso seuil haut et bas de la région et donc du département. Et il faut savoir que dans le département du Rhône, donc 100% des exploitants ont apporté une réponse à ce courrier en fin 2019, et 99% auront réalisé un exercice en période de moindre activité avant fin 2020. Donc juste rapidement un point, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, c'est une carte donc, qui est séparée en deux du département, une carte métropole et hors métropole. Donc il faut savoir que sur le département, on a 44 Seveso, 31 Seveso seuil haut et 13 Seveso seuil bas. En Seveso seuil haut, il faut savoir qu'on est à peu près 30% des Seveso seuil haut de la région et 20% des Seveso seuil bas de la région. Et savoir que bien sûr la région Auvergne-Rhône-Alpes est un grand pourvoyeur de sites Seveso au niveau national. Et il faut savoir aussi qu'au niveau des installations d'autorisation, on a environ 5000 installations d'autorisation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, vous avez la partie hors métropole, donc bien sûr, il y a un peu moins de Seveso, mais il y en a aussi. Donc il faut savoir que par rapport au poste Lubrizol, bien sûr, l'inspection des installations classées n'a pas attendu l'incident de Lubrizol pour réaliser des inspections et réaliser des actions sur les sites. À ce titre, en 2019, on a réalisé 351 inspections au niveau du département du Rhône, donc 92 sur les 44 sites Seveso du département. Et il faut savoir que ces contrôles ont différents thèmes. Et on regarde les différents axes de la gestion du site, et bien sûr une grosse partie, la notion risque technologique, c'est-à-dire prévention des accidents et protection de ces accidents,
avec des contrôles sur la conformité. Habituellement, on contrôle la conformité à l'étude de danger, on regarde les barrières de sécurité qui sont mises en œuvre et on regarde si elles sont bien conformes à ce qui a été prescrit et si elles sont bien en marche, si elles fonctionnent bien. Donc on fait des tests régulièrement sur les sites pour voir si les mesures sont fonctionnelles. On regarde bien sûr aussi la conformité des moyens d'incendie et à l'ensemble de leur prescription à leurs arrêtés d'autorisation. Donc, par rapport à ce travail qui est le travail régulier de l'inspection des installations classées, dès octobre 2009, on a réorienté un certain nombre d'activités et d'inspections sur cette thématique post-Lubrizol à l'aune de ce qui nous a été transmis par les instructions ministérielles que j'ai précisées précédemment. Donc, entre octobre et fin décembre, on a fait une dizaine d'inspections sur les sites Seveso, seuil haut et bas, et plus principalement pour regarder des parties de ce qui était demandé au site, notamment les aspects capacité de prévention, de protection et d'alerte, mais aussi la tenue et la gestion de leur stock. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal d'inspections sur la gestion des stocks pour savoir si les stocks étaient bien gérés, si on pouvait avoir rapidement une sortie de l'ensemble des produits, leur localisation et la gestion de fréquence de mise à jour de ces stocks. Et puis, bien sûr, on a regardé précisément si l'exploitant est en capacité de réaliser, de gérer un accident hors des périodes normales d'activité. Donc en 2020, on va poursuivre ces inspections. Donc ça a été engagé depuis début 2020. À ceci s'ajoute une autre thématique qui s'appelle capacité de rétention, c'est-à-dire comme il a été présenté, vous avez vu que lors de l'incident de Lubrizol, des problèmes se sont posés sur les capacités de rétention et leur capacité à conserver donc les produits issus de l'incident sur le site. Donc ces inspections ont aussi pour objet de regarder dans un premier temps le volume, si le volume des rétentions est bien adapté, et dans un deuxième temps, la qualité de ces rétentions, c'est-à-dire si elles n'ont pas de problème d'imperméabilité, par exemple. Donc au total, sur le département du Rhône, 50 inspections ont eu lieu avec cette thématique Lubrizol, et 4 inspections ont eu lieu lors d'exercices POI, c'est-à-dire d'exercices de gestion d'un incident sur le site. Nous sommes venus, en tant qu'observateurs, voir comment cela se passait. Donc ce qu'on en retient de l'ensemble de ces inspections, qui bien sûr vont continuer en 2021, c'est que globalement, les exploitants gèrent leur stock et ont mis en place des protections adaptées contre l'incendie. Bien entendu, au regard de ces inspections, on a un certain nombre de constats sur différents sites qui sont bien sûr différents d'un site à l'autre, mais globalement, on a 3 points. On a un point sur la stratégie de défense incendie, c'est-à-dire une gestion qui demande quelquefois des adaptations, des améliorations ou des justifications de la part de l'exploitant. Une justification aussi sur certains dimensionnements de rétention et une amélioration de la gestion des produits stockés, notamment la gestion à temps réel, la possibilité de voir si cette gestion est compatible avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral et la limitation des stocks qui sont demandés dans les arrêtés préfectoraux, et la prise en compte des encours et la localisation des produits. Il y a aussi un point précis à regarder, c'est sur l'exhaustivité de cette gestion de stock, à savoir que souvent, certains exploitants n'intègrent pas dans cette gestion de stock les déchets, qui pour eux, sont gérés d'une façon particulière et donc ne sont pas intégrés dans ces gestions de stock, alors que ces déchets peuvent aussi être initiateurs d'incendies assez graves sur les sites. Et bien sûr, il faut regarder aussi un point important, c'est la notion d'incompatibilité de produits. On ne peut pas stocker n'importe comment les produits, donc c'est un point que l'on regarde régulièrement sur les sites. Il faut savoir aussi que suite à l'incendie de Lubrizol, la DREAL avait décidé de réaliser un certain nombre d'inspections inopinées de nuit
avec déclenchement d'un exercice POI. Donc sur le département du Rhône, nous avons réalisé trois inspections de ce style sur des sites du département. Donc nous sommes venus en dehors des heures ouvrées. Par exemple, pour le site d'Elkem, où M. Sterren va passer par la suite, nous sommes venus à 21h30 et nous avons déclenché un exercice POI avec la mise en œuvre de l'ensemble des actions, c'est-à-dire qu'on a déclenché la sirène, on a fait venir les moyens incendie, on a fait brancher l'ensemble des éléments et on a regardé si tous les éléments, et notamment les canaux incendie, les rideaux d'eau, marchaient bien. On a bien sûr aussi fait gréer le centre de crise pour voir si l'ensemble des éléments étaient en état de fonctionner dans une période un peu compliquée, je dirais. Donc, ce que l'on retourne de l'ensemble de ces trois inspections, c'est que les exploitants étaient en mesure d'intervenir avec réactivité, que ce soit au niveau des pompiers ou que ce soit au niveau des personnels du site. Après, un certain nombre d'observations ont été formulées par rapport à ces inspections, notamment sur des nécessités de mise à jour des documents de crise de l'exploitant, l'adéquation de ce qui est fait réellement et de ce qui est demandé. Et puis, il y a un besoin aussi pour un exploitant d'analyser en détail un certain nombre d'organisations à la lumière des constats qui ont été fournis à la suite de cette inspection. Nous, ce qui nous a été... ce qu'on a conclu de ce type d'inspection, c'est que ce sont des inspections que l'on ne faisait pas globalement et qu'il est nécessaire de refaire. C'est un point qui est important pour nous et aussi, je pense, pour les exploitants, parce que ça nous sort de notre zone de confort et de leur zone de confort pour savoir si réellement on est en capacité de. Nous, ça nous apprend aussi beaucoup sur la manière de gérer les crises. Donc, on envisage, lors de l'année prochaine, de réaliser aussi ce type d'inspection sur d'autres sites. Donc, on en informe comme ça d'ores et déjà les exploitants du département. Voilà, il faut savoir aussi que, bien sûr, en 2021, on va continuer nos actions de contrôle associées à Lubrizol, et notamment ce qui a été présenté sur les actions sur les sites ICPE à 100 mètres autour des sites Seveso, c'est-à-dire qu'on ira voir ces sites qui sont moins regardés, moins contrôlés que les sites Seveso, puisque les sites Seveso, on les voit plusieurs fois par an. Donc, on va faire cette action précise en 2021. Il faut savoir aussi que cette thématique post-Lubrizol est déjà discutée lors des commissions de suivi de site et elle sera rediscutée encore pour présenter les actions qui sont menées et puis peut-être présenter aussi les nouveaux textes. Et bien sûr, les exploitants seront sollicités pour expliquer comment ils mettent en œuvre ces textes. Il faut aussi savoir que comme vous avez vu, il est demandé la publication des suites des inspections, donc des rapports d'inspection. Il faut savoir que dans le Rhône, c'est déjà le cas. Les rapports d'inspection sont déjà publiés. Bien sûr, en faisant très attention d'enlever dans ces rapports tout ce qui pourrait atteindre la sûreté des sites. Donc on fait très attention à ce point-là, mais on veut être relativement transparent et depuis longtemps sur les rapports que l'on fait, sur ce que l'on mène comme action. Comme a dit aussi Romain Campillo, il y a une augmentation du nombre d'inspections qui est prévue. Donc régulièrement, on augmente le nombre d'inspections pour traiter de façon peut-être différente des instructions de dossier qui, au lieu d'être instruites totalement en salle, sont instruites aussi sur le site. Et puis, il faut savoir qu'on doit nous aussi progresser sur la gestion de crise et donc on doit s'améliorer sur la manière sur les outils que l'on utilise pour la gestion de crise. Et donc, on est en train de constituer des outils d'aide à la gestion de crise spécifique au Rhône.
des outils spécifiques pour définir globalement, très rapidement, de manière synthétique, les risques de chaque site, Céveso par exemple, d'avoir des aides à la communication par exemple. Voilà, ce sont des éléments que l'on est en train de mener à bien et on espère qu'en 2021, on aura une amélioration sur ce point-là. Voilà, je vous remercie et puis je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Merci, Monsieur Paul. Je retiens des chiffres clés. 2019, 351 inspections, et notamment 92 sur les 44 sites du Rhône. 2020, 50 inspections, c'est à noter, sur les problématiques post-Lubrizol. Une question qui a été posée tout à l'heure dans un autre genre sur les problématiques risques naturels, risques technologiques, les NATEC, ou les interactions qu'il peut y avoir sur un site industriel par rapport à des agressions extérieures, et notamment celles liées aux éléments naturels. On a le Rhône qui potentiellement, sur un phénomène à cinétique lente, qui permettrait de l'anticipation, pourrait, en cas de crue par surverse, voire remontée de nappe phréatique, toucher certaines installations. C'est une question qui est posée par notre collègue de Dunkerque, élu de Mardic, sauf erreur. Et de la même manière, tout à l'heure, on a une question sur du tech-tech, à savoir, on a la plateforme chimique, alors là, on va dans l'Isère, de PH de Roussillon, qui n'est pas très loin du centre de production nucléaire de la centrale de Saint-Alban. Des réalités pourraient se poser quant à la mise en sécurité dans des délais raisonnables en cas d'accident radiologique. On voit bien que, sans parler d'effets dominos, on peut avoir des interactions. Comment vous vous êtes saisi de ces NATEC pour l'acronyme? Merci. Il faut savoir que depuis assez longtemps, dans les études de danger des exploitants, il est demandé explicitement de regarder l'ensemble des agresseurs qui le touchent. Ces agresseurs peuvent être des agresseurs internes, mais aussi des agresseurs externes. On peut avoir, on regarde par exemple les transports de matières dangereuses qui peuvent rouler autour du site, mais aussi l'ensemble des risques naturels. C'est-à-dire qu'on regarde la partie inondation, la partie neige et vent, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a des normes de neige et vent associées à chaque site et il faut regarder si ces sites tiennent à ces normes. Et s'ils ne tiennent pas à ces normes, il faut que le site prenne en compte cet événement comme un événement initiateur qui génère des incidents. Et donc, il doit analyser ça dans son étude de danger. On a la même chose pour l'aspect séisme. Donc, il y a tous ces éléments qui sont pris en compte dans cet aspect. Il faut regarder aussi qu'il y a quelque chose qui maintenant, nous regardons un peu plus en détail, c'est l'aspect canicule. Parce que ce point peut aussi maintenant avoir des impacts sur le site. Et donc, on demande aussi aux exploitants de regarder cet aspect-là qui peut toucher un procédé, mais qui peut toucher aussi une installation. Voilà, c'est l'ensemble des points, mais ce point est bien regardé dans l'ensemble des études de danger des sites. Pour l'aspect risque associé au CNPE, dans le sens ICPE vers le CNPE, par exemple le CNPE de Saint-Alban, pour pas le nommer, ou de Bugey ou de Saint-Alban, associé aux plateformes chimiques. Enfin, les distances sont très très éloignées, donc il n'y a pas de problème. Et puis il faut savoir que le bâtiment réacteur tient à la chute d'un avion, donc je pense que d'un petit avion, donc je pense qu'il n'y a pas forcément de souci à ce niveau-là. Dans l'autre sens, alors là, s'il y a un risque radioactif, un accident radioactif, je pense qu'on n'est pas dans le même dimensionnement. On aura une crise majeure, et je pense que l'ensemble des exploitants de CNPE et l'autorité de sûreté nucléaire a pour objectif que ce genre de choses n'arrive jamais. Merci, Monsieur Paul. Beaucoup de questions sur la gestion de la crise. Ça nous permet à un certain désespéré, Monsieur Blanc, je fais de la provocation, de répondre à sa question sur les modalités d'alerte et en cas d'accident industriel majeur. Pour répondre à votre question qui a été posée sur le chat,
en cas d'alerte PPI, c'est bien l'industriel qui, pour le compte du préfet, directeur des opérations de secours, est amené à armer, déclencher la sirène. Et il est établi une convention entre l'exploitant et le préfet de manière à préciser les modalités pratiques de cette alerte qui est bien pour le compte d'eux et pas par délégation. C'est un cadre juridique précis. Voilà pour la réponse auprès de M. Blanc. J'espère qu'il en sera satisfait. Une question intéressante de représentant de l'IRSN, Sophie Bocquier, qui pose la question de la médiation nécessaire, la vulgarisation nécessaire lorsqu'on dépose un dossier d'inspection pour qu'il soit accessible auprès du grand public. Il y a eu des travaux en la matière concernant les commissions locales d'information autour des centrales nucléaires, puisque l'autorité de sûreté nucléaire, depuis quelques années également, met en ligne ces rapports. D'ailleurs, le Progrès, Monsieur Seux, demande où est-ce qu'on peut accéder à ces données. La difficulté, vous l'avez compris, Monsieur Paul, c'est de rendre lisible un rapport qui peut être à la fois technique, avec des données indigestes. Comment rendre lisible tout ça et imaginer peut-être demain qu'on ait des passeurs, des médiateurs pour faciliter cette information. Les commissions de suivi de site peuvent être un relais, en l'occurrence, merci, sur l'intelligibilité, la médiation. Oui, tout à fait. Je vous rejoins. C'est très compliqué pour nous qui sommes des techniciens d'expliquer, de vulgariser certaines choses. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu la peur de pas être suffisamment précis. Donc, on a tendance à écrire et c'est pas notre travail. On n'est pas des grands communicants, donc c'est pas notre travail. Et on essaie maintenant d'essayer dans les rapports d'inspection d'être le plus simple possible dans nos rédactions, mais malgré tout, il reste quelquefois des zones d'ombre. Et je vous rejoins, je pense que c'est la mise en ligne de ces rapports d'inspection est quelque chose de très positif, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre précisément ce qui se passe. Et pour comprendre tout ce qui se passe, il est nécessaire d'avoir des relais. Et les relais peuvent être les commissions de suivi de site où on explique précisément, ou d'autres moyens peut-être qui pourraient être créés, dans lesquels on explique précisément le travail de chacun, c'est-à-dire le travail de l'exploitant, ce qu'il a mis en place, ce qu'il a fait, qu'il présente son procédé, qu'il présente ses risques, qu'il présente les axes de progrès, qu'il présente les améliorations de sécurité et de sûreté qu'il a mis en place. Et nous, il faut qu'on explique dans ces commissions, dans ces grandes réunions, exactement ce que l'on fait dans des termes peut-être plus simples, puisqu'à l'oral, c'est peut-être plus simple d'expliquer ce que l'on fait. Merci. Vous avez signalé un certain nombre d'exercices POI. Les industriels qui vont suivre vont nous préciser certaines choses. Il en est une posée par Monsieur Gaucherand sur l'interface entre POI et abord direct de l'installation et notamment les modalités d'information en cas d'incident perceptible de l'extérieur, que ce soit odorant, sonore ou visuel. Je propose, Monsieur Gaucherand, qu'on pose la question tout à l'heure à Monsieur Stérin ou Monsieur Marchand. On a une question qui demanderait beaucoup de temps qui est posée concernant les modalités de préparation que vous avez évoquées. Gabriel Chauvet qui nous pose cette question, qui est élu local, au sujet des outils d'aide à la gestion de crise développés sur le département du Rhône. Pouvez-vous nous détailler ces outils? Quel contenu, quels objectifs? À qui sont-ils dédiés? Madame Chauvet, votre question est intéressante, mais longue, j'imagine, en éléments de réponse. Petite réponse très rapide pour satisfaire Madame Chauvet. Oui, alors ce sont des outils internes. C'est des outils internes d'aide à la gestion de crise pour ce qui nous concerne. On appelle ça, nous, la valise de crise. C'est ce qui existe aussi dans le nucléaire. C'est une valise. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en astreinte en termes d'inspection d'installation classée. Et donc, on a une astreinte tournante avec des inspecteurs d'installation classée qui sont d'astreinte et pour lesquels ils peuvent avoir un incident sur un site qu'ils ne suivent pas. Donc, il faut avoir des éléments très rapides pour
présenter lorsqu'on va en centre de crise ou lorsqu'on va où on doit donner les premiers éléments aux donneurs d'ordre et notamment au préfet de ce qui se passe, quel est le site, quel est son risque, quelles sont les potentielles actions à mener. Et donc, dans ces conditions, il faut avoir un certain nombre d'éléments sous la main pour pouvoir très rapidement répondre aux questions. Et ça, c'est nos outils opérationnels. Et on s'est rendu compte que nos outils, pour les personnes qui connaissaient bien le site, ne posaient pas de problème, mais pour ceux qui ne le connaissaient moins, ça risquait de poser souci. L'objectif ici, c'est d'être plus efficace, nous, dans l'information en crise, qui permettent de prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Je suis désolé, ce ne sont pas des outils qui sont à destination de l'extérieur. Merci, Monsieur Polsch. On ne peut pas ne pas poser la dernière question de cette tranche. Je m'excuse pour tous les autres, et notamment nos amis tunisiens qui nous posent une question sur l'approche scientifique ou la modélisation autour de la scénarisation des études de danger. Mais peut-être qu'on pourra demander à un industriel de répondre à cette question. Il en est une posée par un industriel Céveso, un représentant d'Arkema, Rémi Julin, sécurité des procédés. Et il y a la réponse, Monsieur Julin, dans votre question. On sous-entend votre souhait d'être associé à la rédaction des fiches d'aide à la gestion de crise qui sont spécifiques à chaque établissement que Monsieur Polsch a évoqué. Monsieur Polsch, souhaitez-vous inclure l'exploitant dans ces réflexions? Et ça me semble souhaitable. Votre réponse? Avec grand plaisir, moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Nous, le point important, c'est juste 5 minutes. Ce qui est important aussi, ce qu'on a, ça sera trop, 5 minutes, 1 minute. 1 minute, d'accord, je fais très vite alors. L'important, c'est la communication. On l'a vu sur le Brisol. Et ce qu'on a travaillé aussi avec l'exploitant, c'est la communication de crise. C'est savoir comment on communique et ce que l'on dit. Et ça, on a quand même beaucoup de progrès à faire, tant au niveau administration qu'au niveau de l'exploitant. Voilà. Très bien. Merci, Monsieur Polsch. On va demander à Monsieur Sterin de vous rejoindre. Et pendant ce temps, je fais écho encore à quelques questions, témoignages. L'association Amaris qui s'est positionnée sur le statut du maire, trop souvent oublié dans la chaîne, notamment d'information et de la gestion de crise, alors qu'il est responsable de ce qui se passe sur son territoire. Et ça fait écho à la question de Monsieur Gaucheran, à savoir, oui, on a les modalités d'information et d'alerte qui sont clairement définies dans les plans particuliers d'intervention. Pour autant, à la frontière, si on a un accident sans enjeu sanitaire, odorant, sonore, visuel, je le rappelle cette question, qu'en est-il des modalités d'information de la part de l'exploitant vers les riverains, vers le cas échéant, d'abord les maires, de manière à éviter la rumeur, la désinformation? Peut-être que cette question, si M. Sterin m'a entendu, pourra avoir quelques éléments de réponse. On va vous demander d'abord de présenter votre activité et la façon dont vous vous êtes mis à disposition des inspecteurs et du plan d'action pour décliner sur votre installation le plan gouvernemental, le plan d'action. Merci, c'était intéressant aujourd'hui d'avoir des industriels qui répondent concrètement aux aspects qui sont diligentés. Merci. À vous la parole. Merci, bonjour à tous. En attendant que la technique résolve un petit problème de batterie, je vais me présenter. Donc, Sébastien Sterin, je suis le directeur de l'usine Elkem Silicone de Saint-Fond, usine qui comporte 2 sites qu'on appelle les sites nord et sud, qui sont physiquement distants d'à peu près 1 kilomètre et donc situés sur la commune de Saint-Fond. Donc, l'objectif de ma présentation, qui est relativement courte, c'est de montrer à travers l'exemple d'Elkem Silicone ce que les industriels de la chimie font au quotidien pour réduire les risques industriels
soit en travaillant à éliminer le risque à la source, soit malheureusement, si l'accident arrive, à en réduire les conséquences. Et étant donné la thématique de la matinée autour de Lubrizol, je me suis bien évidemment focalisé sur le risque incendie. Donc, le risque incendie, il était déjà pris en compte avant Lubrizol. Et je précise les quelques éléments me semblent importants qu'on avait en place dans le cadre de la maîtrise de série. Donc, on s'appuie sur la brigade d'intervention des pompiers de la plateforme chimique de Saint-Fond, qui sont des pompiers professionnels, qui connaissent parfaitement nos sites puisqu'ils participent à l'ensemble des exercices POI et ils sont à disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a également dans nos équipes des pompiers auxiliaires à même de venir appuyer les équipes professionnelles en cas de nécessité. Pour le site d'Elkem Silicone de Saint-Fond, on a à peu près 80 pompiers auxiliaires dans nos effectifs et ils assurent une présence sur le site. Pareil, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année, même si l'usine est à l'arrêt. Comme beaucoup d'autres sites, nous avons des équipes d'astreinte à plusieurs niveaux de responsabilité, astreinte direction, astreinte exploitation, astreinte technique, à même de répondre à tout problème qui se poserait et qui nécessiterait pour les équipes en poste un avis ou une intervention. Nous utilisons un robot d'appel téléalerte pour mobiliser les membres du poste de commandement exploitant. À peu près 30 personnes peuvent être appelées en permanence en cas de nécessité. Et c'est l'outil qu'on a utilisé dans l'exercice dont M. Polge a parlé il y a quelques semaines. Avant Lubrizol, nous avions 4 exercices POE annuels, dont un avec présence du SDMIS. Et nous avions déjà accès à nos stocks par atelier ou par grande zone logistique via notre système de gestion intégré. L'acronyme ERP employé ici n'est pas pour établissement recevant du public, mais pour notre système de gestion intégré. Et nous avions des procédures, et nous avons toujours bien évidemment des procédures de gestion de crise au niveau de l'usine ou au niveau du groupe. Qu'est-ce qui a été réalisé depuis l'accident de Lubrizol et en quoi ces évolutions ou à quoi ces évolutions ont répondu? Elles ont essentiellement été axées sur l'augmentation du niveau d'exigence dans le cadre de la réponse à une situation de crise. Donc, on a organisé, comme ça avait été demandé par Monsieur le Préfet dans le courrier qu'il avait envoyé à l'ensemble des industriels, un exercice POI hors heure ouvrée. On en avait diligenté un nous-mêmes avant que l'Adréal ne nous en impose un autre de façon inopinée. Nous avons étendu l'utilisation de téléalerte pour l'information rapide de l'administration, c'est-à-dire que non seulement nous utilisons la fonctionnalité appel téléphonique, mais aujourd'hui les fonctionnalités SMS et mail pour affiner notre connaissance, de notre capacité à répondre précisément à une demande connaissant nos stocks. Nous avons découpé plus finement nos zones de stockage de façon à avoir une réalité dans notre système de gestion, que la réalité informatique colle à la réalité, plus précisément la réalité physique du terrain. Et enfin, nous avons développé une web application qui nous permet d'accéder à partir de n'importe quel outil connecté, smartphone ou micro-ordinateur, en temps réel à l'ensemble de nos stocks. Comme cela a été dit, la communication a été un élément largement commenté dans le cadre de l'accident de Lubrizol. Et donc, on travaille nous aussi sur ce point-là, en sensibilisant plus nos équipes sur les impacts de Lubrizol,
en nous dotant d'outils, en exploitant les outils actuels pour des échanges plus efficaces et en temps réel. Et nous avons également un plan d'action pour améliorer la communication et la gestion de la communication de crise autour de fiches réflexes, autour de la surveillance et l'intervention sur les réseaux sociaux, qui ont été fortement mobilisés et mis à contribution dans le cadre de Lubrizol. Et puis, nous préparons des messages types et organisons des formations de façon à être plus efficaces sur ces aspects-là. Enfin, nous sommes toujours en veille par rapport à ce que pourraient nous apporter de nouveaux outils. Et à titre d'exemple, pour nos prochains POI, nous envisageons de tester des casques qui soient à la fois sono et vidéo, qui sont à texte et qui permettraient de répondre à une problématique qu'on a aujourd'hui ou qu'on constate aujourd'hui dans le cadre des exercices POI, c'est la difficulté pour le PC d'exploitant d'avoir une très bonne visualisation de ce qui se passe sur le terrain, qui est aujourd'hui basé beaucoup sur de la communication orale, et il nous paraît important d'avoir, en plus de cette communication orale, un accès à l'image qui permette pour le PC exploitant d'avoir la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et pour terminer, je vais vous donc donner quelques exemples de projets qu'on a réalisés ou en cours sur le site de Saint-Fond pour réduire la probabilité ou la gravité des accidents industriels qui pourraient se produire. Ce que je veux dire, c'est que ce que je présente pour Elkem et l'exemple de ce que font d'autres industriels de la chimie, je pense que pour la très grande majorité d'entre nous, nous sommes tous conscients et convaincus que la pérennité de l'activité industrielle chimique en France, elle passe par les réductions des risques. Je partage totalement ce qui a été dit tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas. Par contre, à nous de travailler de façon à le réduire de plus en plus, parce que c'est par ces progrès-là que passera la pérennité de cette activité en France. Donc, Quatre exemples. Nous avons un projet important en cours de réduction de l'utilisation de matières premières qui sont à la fois toxiques et inflammables sur le site de Saint-Fond-Nord. Nous ambitionnons une réduction de l'ordre de 80% sur ce site. Nous avons profité de ce gros projet pour rénover complètement le parc de stockage des solvants inflammables. L'activité silicone sur le site de Saint-Fond a plusieurs dizaines d'années et certains équipements étaient vieillissants et nous profitons de projets pour renouveler complètement certains équipements, mettre hors service les plus vieux et les remplacer par des équipements totalement neufs. Nous avons en cours la modernisation de la distribution d'eau incendie sur les sites nord et sud. Et enfin, nous sommes en train de finaliser la construction d'un bassin grand sinistre sur le site de sud qui devrait être mis en service dans les semaines qui viennent. Pour terminer, une partie de nos projets à venir vont consister à nous mettre en conformité avec les arrêtés post-Lubrizol. C'est pour moi l'occasion de dire qu'il me paraît très important que les autorités et les industriels travaillent de concert à l'élaboration de nouvelles réglementations et de nouvelles mesures de façon à arriver à une situation où on réduit le risque, où on atteint l'objectif de réduction des risques, mais tout en sans trop pénaliser l'industriel. Tout à l'heure, une question a été posée sur est-ce que l'État participera au projet, aux investissements nécessaires à la mise en conformité post-Lubrizol. La réponse, c'est non. Et pour vous donner un ordre de grandeur, pour le site de Saint-Fond-Sud, notre estimation à la date, alors très hors de grandeur, donc vraiment
très, très macroscopique, hein. On estime que pour les années qui viennent, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros qu'il faudra investir. Cet argent qu'on va mettre dans la conformité de nos sites, on ne le mettra pas dans la croissance ou dans le développement des sites. Donc, il faut bien sûr travailler de concert à la réduction des risques, parce que c'est nécessaire si on veut, comme je l'ai dit, si on veut maintenir ces industries en France. Par contre, il faut que ce soit, je dirais que le poids de ces évolutions soit supportable par les industriels. Et donc, dans le cadre des travaux que nous prévoyons post-Lubrizol, il y a bien sûr la mise en conformité de nos zones de stockage et nous travaillons également d'ores et déjà avec l'un de nos fournisseurs d'emballage pour mettre en service un GRV qui soit conforme à la réglementation, alors que ceux qu'on utilise comme d'autres aujourd'hui présentent l'inconvénient, et ça a été effectivement un facteur aggravant dans le cadre de Lubrizol, d'être fusible et donc, en cas d'incendie, de conduire à des feux de nappe importants. Voilà ce que je voulais dire pour Elkem Silicone et à titre d'exemple des leçons qu'on a tirées de l'accident de Lubrizol. Merci. On va répondre à notre ami tunisien puisque c'est le minimum en termes de protocole. Concernant les études de danger, dites-nous une petite phrase sur la façon dont vous utilisez des outils peut-être de modélisation qui permettent de définir les scénarios. Un élément d'éclairage pour nos amis tunisiens. Alors, je dirais, les études de danger font appel à de la modélisation, hein, pour ce qui est de l'effet des vents, pour donner un exemple. Je rentrerai pas plus dans le détail. Oui, on fait de la modélisation des différents scénarios pour l'ensemble des études de danger. Très bien, merci. Alors, un témoignage, en tout cas, de Valérie Mercier, qui signale que les rapports d'inspection présentés en CSS qui sont accessibles sur Internet, dans leur forme actuelle, ne permettent pas de communiquer, tout du moins d'informer de manière intelligible. Je clôt la parenthèse. Je partage son sentiment sur cette question de médiation scientifique et technique. Des questions qui reviennent, je le signalais, je souhaitais interroger les industriels sur les modalités d'information aux abords de l'installation. Bien sûr, en cas d'incident, monsieur le directeur, vous êtes amené à informer dans les meilleurs délais le préfet, mais au-delà, je parlais de monsieur Gaucheran qui est intervenu sur cette question. En cas de POI qui est armé, Gilles Brocard relaie également les mêmes préoccupations. Il est à la métropole de Lyon. Il est responsable du service de la thématique risque majeur. Je signale son propos et je le salue au passage. Beaucoup de réponses techniques et de procédures dans le plan d'action gouvernemental, mais peu de réponses concrètes sur les axes 1 et 2. Étant entendu, renforcer les mesures de prévention des accidents pour l'axe 1 et axe 2, anticiper et faciliter la gestion de crise. Et donc, son propos revient sur la question du rôle des collectivités qui doivent permettre d'améliorer, si elles sont associées, les modalités d'information, toutes affaires cessantes en cas d'incident perceptible de l'extérieur jusqu'à l'accident majeur. Concrètement, Elkem Blue Star, qu'est-ce que vous faites en matière de communication à chaud auprès des riverains? Je sais qu'il y a des bonnes pratiques qui existent. Qu'est-ce que vous avez développé, monsieur le directeur? Alors, on a une procédure de communication de crise. En cas d'incident majeur, ce que la préfecture avait notifié aux industriels l'année dernière, peu après l'accident, hein, c'est que le souhait, c'était qu'il y ait une communication unique et unifiée entre la préfecture, la commune et les industriels. Donc, l'industriel ne prendra jamais l'initiative de communiquer directement aux habitants parce que si en cas de scénario qui implique l'intervention de la préfecture, on s'assurera d'une unicité de message
vers toutes les parties prenantes, y compris les citoyens qui seraient confrontés à un accident. Merci pour la réponse qu'on a eue par d'autres acteurs, et il est clair que c'est une réalité, elle existe, mais pour les collectivités locales, à l'heure des réseaux sociaux qui génèrent la rumeur et la désinformation, on voit bien que l'accident dans les 15 premières minutes peut générer une foultitude de données, d'informations sur les réseaux qui créent une perception, je dirais, une inquiétude, voire de la désinformation. Donc, on a un problème, sur cette question, et il faudra se mettre autour de la table. Des réflexions, sauf erreur, vont être lancées par le Spiral de Lyon. Moi, j'ai une question également à vous poser, Monsieur Steyrat. Je crois que vous avez fait l'objet d'un exercice inopiné en pleine nuit entre le 30 septembre et le 10 octobre. Vous me le confirmez? Oui. Alors, quels enseignements, en une phrase, vous avez tiré de cet exercice, je le rappelle, qui était en pleine nuit? L'Adréal a lancé 3 équipes sur le terrain qui ont opéré aussi bien dans le Rhône et l'Isère, au total 12 inspecteurs pour 5 exercices inopinés. Ça donnait quoi sur Elkem? Des précisions, merci. Je dirais les points positifs que j'en retire, c'est qu'on a été capable de mobiliser les membres du PC d'exploitation qui étaient sur site à peu près 30 minutes après les débuts de l'alerte, dont effectivement l'alerte a été lancée le POI a été déclenché vers 10h du soir, et à 22h30 l'ensemble des cellules du PC exploitant étaient staffées. Ensuite, les équipes ont conduit l'exercice, je dirais, avec le professionnalisme qui les caractérise, et ça a été souligné par l'Adréal. Après, comme l'a dit Monsieur Paul, il ressort de ces exercices un certain nombre d'opportunités d'amélioration. On s'est aperçu à cette occasion-là, que je vais donner des exemples, qu'il fallait qu'on mette à jour un certain nombre de fiches réflexes, que les dénominations ou les acronymes qu'on utilise communément au niveau des équipes d'exploitation ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'utilise l'Adréal quand elle lit nos études de danger. Et donc, au déparrage de l'exercice, il y a eu une incompréhension sur le lieu où se déroulait l'accident, parce que sur les plans que les deux parties utilisaient, la lecture d'un acronyme n'était pas la même. Précision des acronymes. Merci pour cette question. Je vais vous remercier d'abord, et je vais demander à Monsieur Marchand de nous rejoindre. Merci bien pour votre intervention. Je signale l'Association des ingénieurs territoriaux de France, qui est représentée par un Georges Le. Malheureusement, je n'ai pas le nom complètement étendu. Et témoignage qui nous tient à cœur à l'IRMA, puisque nous avons évoqué la question de la montée en compétence des élus. Il ne faut pas oublier, bien entendu, la montée en compétence et la professionnalisation des personnels des collectivités territoriales à la gestion de crise. Et je vous invite, un peu de publicité pour l'IRMA, à aller voir sur notre site et les informations que nous vous communiquons pour développer des parcours formateurs territorialisés qui rencontrent leur succès en Auvergne-Rhône-Alpes, mais également sur d'autres territoires, puisqu'on nous demande de les décliner. Je donne maintenant, dans quelques secondes, le temps que Monsieur Marchand prenne la parole. Vous êtes installé. Bonjour à vous. Eh bien, écoutez, vous avez 5 minutes pour présenter un peu vos activités en cascade au regard du plan d'action. Merci. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Vincent Marchand. Je suis responsable du service sécurité environnement de l'établissement d'Arkema, donc implanté sur la commune de Pierre-Bénite. Donc, bien sûr, site Céveso-Seuillot au titre de la réglementation d'installation classée, et également implanté en pleine métropole. Nos activités sont centralisées sur la production de produits fluorés,
Et donc, à ce titre, sur donc, notre site, on a donc des encours significatifs de produits soit toxiques, soit inflammables. Alors, nous, contrairement à Lubrizol, on a plus la problématique des gaz inflammables liquéfiés que les liquides purement inflammables. En fait, la thématique est quand même voisine. Bon, au vu de ce qui a été dit donc dans la matinée, c'est sûr que bon, aujourd'hui l'accident de Lubrizol, comme chaque accident industriel marque nos équipes, marque nos établissements et donc marque, je pense, tout industriel qui se doit de maîtriser ces risques et d'améliorer constamment la prévention de ces accidents et notamment de ces plans d'urgence. Donc, mon intervention va se dérouler en 2 temps. Hein. Donc, dans un premier temps, vous présenter donc rapidement ce qui est en place sur notre établissement et depuis déjà de nombreuses années, de par notre historique, les points d'amélioration qu'on a pu amener suite à l'événement de Lubrizol. Et puis également, je finirai ma présentation par effectivement les réalisations récentes qu'on mène dans le cadre de la prévention de nos accidents majeurs et qui font que, comme ce qui vient d'être dit, qu'on puisse continuer à exercer une activité compatible avec les attentes des diverses parties intéressées, notamment du public. Donc nous, sur le site de Pierre-Bénite, donc bon, bien sûr, comme tout site Seveso, donc on dispose d'une équipe d'astreinte. Cette équipe est mobilisable, on va dire 24 heures sur 24, donc et bien sûr en plus du personnel déjà en place sur site et qui est composé de 9 personnes, donc avec des représentants de chaque fonction, de la direction jusqu'à la fabrication, en passant par la sécurité et les services techniques. Particularité du site de Pierre-Bénite, et ça on le fait depuis déjà de très très nombreuses années, on fait des exercices hebdomadaires de simulation d'accident, c'est-à-dire qu'à chaque relève d'astreinte, donc chaque semaine, on déclenche un scénario POI. Ce scénario POI est directement en lien avec nos études des dangers. Là, on parle d'une centaine à peu près d'accidents POI qu'on a en catalogue et sur lesquels on entraîne nos équipes. Et durant cet exercice hebdomadaire, alors certes qui n'a pas, on va dire, la même durée que les exercices complets qu'on est amené à faire 1 voire 2 fois par an, où là, on reste dans toute la cinétique d'un accident potentiel. Mais en tout cas, pendant ces exercices hebdomadaires, on mobilise la cellule de crise, on met en eau, ou en tout cas, on mobilise et on arme les services de secours qui sont sur place. Bien sûr, on teste tous nos dispositifs d'alerte, que ce soit les dispositifs sonores au niveau du site par les différents types de sirènes, ainsi que tous les tests de numéros d'urgence qu'on a à disposition dans notre plan d'organisation interne, le POI. On fait également intervenir lors de ces exercices tous nos secouristes. On en a une cinquantaine sur le site. Alors on les fait bien sûr pas tous intervenir à chaque fois, mais par contre on fait en sorte de générer plusieurs fois par an des scénarios fictifs qui vont, on va dire, mettre en mouvement quelques SST sur le site. Donc SST, sauveteurs secouristes du travail, qui n'ont pas, dire toujours, pour la plupart d'entre eux, ceux qui ne sont pas dans le milieu du secours, a eu à intervenir sur des situations accidentelles délicates. Donc là, ça les met en situation. Et bien sûr, on réalise des scénarios, des exercices POI, voire PPI. Donc POI ou PPI, on va dire ils sont intervertis 1 année sur 2. Et là, c'est des exercices, on va dire, grandeur nature, en collaboration avec les services de secours de la métropole.
Donc, suite à l'accident de Lubrizol, et effectivement, comme il a été rappelé aux directives de notre préfet de région, et ce qui a été également rappelé par Monsieur Polge tout à l'heure, on a été amené à apporter des améliorations sur effectivement la gestion de nos événements. Donc, le premier thème, effectivement, tourne autour de l'inventaire et d'avoir à disposition auprès des équipes de crise de l'état des stocks en temps réel. Donc là, ce qui a été fait, donc on a créé les termes techniques des requêtes sur notre système aujourd'hui en place de gestion des stocks, donc qui est la solution SAP. Donc une requête qui permet d'avoir accès instantanément à l'encours des stocks, qu'on soit en cellule POI ou qu'on soit à l'extérieur du site. Et là, je dirais avec une possibilité d'avoir les encours, on va dire, des stocks en tant que tels, plus également des encours de fabrication. Donc là, après, bien sûr, en formant, ça s'est traduit également par la formation de toutes les équipes ou les membres de l'équipe d'astreinte. On a également amélioré notre dispositif de plan, c'est-à-dire que là maintenant on dispose d'un plan générique sur lequel l'intégralité des stocks est physiquement visible sous forme de couches. Alors bon, on avait bien sûr même avant Lubrizol dans la cellule POI, on avait à disposition soit sous format papier, enfin en tout cas cartonné ou informatique, le plan des secteurs avec la localisation des équipements. Mais là, effectivement, pour réellement répondre à cette problématique de stock, là, c'est une implantation au niveau du site à en échelle complète, sachant que le site a une superficie de 33 hectares. Et puis, bien sûr, donc on a réalisé un exercice heure ouvrée. Donc là, nous, on n'a pas choisi de le faire la nuit, mais on a choisi de le faire un samedi matin à 5 heures du matin. Et là, avec un exercice qu'on a défini et qui était vraiment complètement compatible avec un exercice POI en termes de cinétique, parce que c'est très souvent un petit peu la difficulté dans ce genre d'exercice. Dans nos études de danger, donc on identifie un nombre de scénarios avec des chaînes de sécurité qui peuvent intervenir. Alors, tout dépend de la simulation, de ce que l'on veut jouer, entre guillemets, on va les prendre efficaces ou pas. Mais en tout cas, voilà, d'arriver, le scénario d'incendie, en fait, est malheureusement, je dirais pas le cas d'école, mais très représentatif, puisque, comme on l'a vu, ça dure plusieurs heures. Et donc là, on peut effectivement dérouler une stratégie, et c'est ce que l'on a fait là dans cet exercice là d'un samedi matin, puisqu'effectivement, on l'a déclenché à 5h30, et on l'a clôturé à 13h. Donc voilà, on a complètement déployé. Donc, comme il a été dit précédemment, effectivement, Lubrizol, ça a marqué une étape supplémentaire. Ça nous a permis d'identifier les points sur lesquels on devait s'améliorer. Mais c'est quand même important également de souligner que, bon, heureusement qu'on n'a pas attendu cet événement qui nous rappelle, je dirais, chaque jour les potentiels dangers que l'on est amené à exploiter sur nos installations. Par contre, on a en tout cas chez Arkema un plan pluriannuel d'amélioration, de prévention des accidents majeurs. Alors là, je vous en donne quelques exemples sur différents ateliers. Donc là, c'est grosso modo, c'est sur les 2 dernières années. Donc là, on va effectivement, bien sûr, comme il a déjà été dit, privilégier le risque à la source. Donc notamment on utilisait dans le passé du chlore liquide. Donc maintenant, on n'est plus amené à utiliser cette substance sous forme liquide, mais uniquement sous forme gazeuse. Donc déjà, en cas éventuellement de perte de confinement potentielle, la quantité serait réellement réduite.
Après, sur des installations, on a été amené, alors certes, pour nombre d'entre elles, dans le cadre du PPRT, voire de mise à jour de nos études de danger, avec la mise en place de barrières, de mesures de maîtrise des risques supplémentaires, à instaurer de la redondance sur nos sécurités, sur pas mal de nos procédés. Donc, redondance, ça veut dire, ben voilà, on avait une chaîne de sécurité qui arrêtait par exemple un système réactionnel, ben là, on va la doubler. C'est-à-dire qu'on va le doubler le système de détection, on va le doubler également le système de traitement du signal, et on va également doubler toutes les dispositifs qui font qu'au final, notre réaction va s'arrêter. Donc ça a été effectivement sur pas mal, sur au moins 3-4 unités. Et puis, dans le terme de déplacement du risque à la source, on a été également amené à déplacer des encours de produits, de manière à ce que, ben voilà, en cas d'incident significatif sur ces équipements, les effets à l'extérieur du site soient atténués. Donc voilà, c'est vrai que après cette notion de redondance, c'est souvent un point sur lequel on est amené à travailler, puisque lorsqu'on va le remettre à jour, et on le fait de manière annuelle, hein, sur nos installations, les études, les analyses de risque process, les études de danger, en fait, on est à chaque fois amené à voilà, réduire le risque résiduel, et donc voilà, au final à augmenter la fiabilité de nos installations. Donc voilà, en 5 minutes, j'ai peut-être un petit peu débordé. Oui, non, mais c'est parfait. En tout cas, moi, je salue le timing, si vous me permettez le terme anglais, de l'ensemble des intervenants. On va prendre encore quelques questions et on va repartir vers des échanges un peu généraux. Mais avant cela, moi, j'avais une question. En termes d'investissement, si on monétarise la chose, par an, pour Arkema, ça coûte combien tout ça? Alors, par an, par an, c'est dans le. Alors, si je me focalise uniquement sur la partie sécurité et que j'exclus la partie environnement, qui est également un gros volet sur un site comme le nôtre, mais on est à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. D'accord. Merci. Vous êtes plus de 200 encore à nous suivre. Une autre question sur les POI. Lorsque vous tirez les enseignements, est-ce que vous communiquez ces informations auprès de l'inspection ou pas? Alors, auprès de l'inspection, à leur demande. Par contre, comme le soulignait M. Paul tout à l'heure, alors là, nous, ça n'a pas été dans le cadre de Lubrizol, mais ça a été lors d'un exercice POI, je précise bien d'un exercice qui avait eu lieu donc avant l'amendement de Lubrizol. On avait été effectivement, l'inspectrice qui est en charge de notre site était venue nous inspecter le jour du POI, donc comme ça, donc ils ont les éléments en direct. Après, là où on peut être amené à échanger avec eux, c'est lorsqu'ils vont nous faire une inspection, par exemple sur une installation du site. Très souvent, la discussion va vite, enfin l'inspection va vite être dirigée sur l'efficacité de nos barrières, sur effectivement le plan d'urgence. Et là, sur les REX, effectivement, on est amené à échanger. Mais par contre, non, si c'est la question, alors, le compte rendu, nous, aujourd'hui, de nos POI et du plan d'action qui en découle, aujourd'hui, c'est des documents internes. Bien sûr, à disposition de l'administration s'il le demande. Merci, Monsieur Marchand. Il n'y a pas de questions spécifiques par rapport à votre intervention, c'est que vous avez été clair. Je reviens sur des questions générales, mais restez avec nous, qu'on ait un visuel au moins sur un des intervenants. Merci. Monsieur Gigi Blanc ou Madame Gigi Blanc, SPIPACA, qui rappelle les travaux qui sont développés par le SPIPACA, à savoir le projet Réponse, sur la question de la confiance et de la transparence en matière de communication vers la société civile, ce qui me permet de rebondir, et je le salue, sur une intervention de Marc Sénan, qui s'interrogeait, question ouverte, sur l'apport des sciences sociales dans la prise en compte de la définition des dispositifs de crise. Il est clair que la façon dont les riverains peuvent appréhender une situation
la science sociale a sans doute des éléments à nous transmettre, des réactions à ce sujet. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur dans la salle sur l'apport des sciences sociales? Oui, enfin, je ne sais pas si vous m'entendez, Romain Campillo. Oui. C'était bien l'objectif de la mission lancée par le gouvernement qui doit débuter dans les semaines à venir. C'était bien l'objectif d'associer aussi des chercheurs et des personnes qui sont impliquées dans les sciences sociales pour aller au-delà des aspects purement techniques et pour intégrer tout ce qui est acceptabilité, comment on fait pour faire prendre conscience, je reprends les mots qui avaient été utilisés en introduction, pour faire réaliser aux gens la réalité des risques et les prendre en compte là-dedans. C'est bien au niveau national que cette démarche-là est prévue. Monsieur Campillo, merci. Gardez le micro parce que c'est une question à double voix pour la réponse que je souhaite. Question posée par Hélène Drey-Koningen, excusez-moi pour la façon dont je l'ai formulée, de la ville de Caluire. Le passage au chlore gazeux chez Arkema va-t-il impacter le périmètre du PPI? Question qui sous-entend maîtrise de l'urbanisation, aménagement. Non, pas du tout. Justement, c'est pas. La modification a été faite a été sur les lignes de distribution, sachant qu'on continue à être livré en citerne de chlore. Donc non, il n'y aura aucun impact sur le PPI. D'accord. Alors une question, je reviens sur un exploitant, la SNCF, Madame Tomino ou Monsieur Tomino, qui regrette, et c'est une question qui remonte régulièrement du côté de notre institut, l'accès à l'information, puisqu'elle est riveraine d'une installation Céveso, et lorsqu'elle demande à accéder à certaines informations PPI ou autres, on lui invoque côté préfectoral le contexte Vigipirate et la difficulté de mettre à disposition toutes les informations, alors que la SNCF aurait un rôle majeur à jouer aux abords de la vallée de la Chimie. Monsieur Campillo, peut-être? Excusez-moi, pour bien comprendre, c'est une personne de la SNCF qui cherche à avoir des informations sur les PPI des établissements Céveso qui bordent les lignes, c'est ça? Alors, tout à fait, c'est les modalités d'accès à certaines informations et on lui fait valoir qu'on est dans un contexte Vigipirate. Je suis étonné par la question parce qu'en préfecture, on rencontre régulièrement SNCF Réseau et bon, je ne peux pas répondre à la place de la préfecture, mais la question m'étonne un peu. J'invite. On pourra répondre en bilatéral si on a les coordonnées de cette personne. Oui, on va la répertorier. Alors, quelqu'un qui ce matin sur le chat a été très active, c'est Madame Oresta, Edith, et qui rappelle que jusqu'à ce point de notre matinale, nous n'avons pas évoqué la réalité, les enseignements qu'on a tirés de cet accident Lubrizol, à savoir l'impact sanitaire post-accidentel. Et j'ai bien l'impression que on va tous un peu sécher. Monsieur Campillo, puisque vous avez le micro, qu'est-ce qu'on peut dire sur la façon dont on va devoir entreprendre au niveau national des études, des enquêtes post-accidentelles sur le niveau d'impact sanitaire au regard des produits qui ont été et substances qui ont été relâchées dans l'atmosphère. Un élément d'éclairage peut-être? Oui, enfin peut-être préciser en préalable que les dispositifs préfectoraux dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir plan particulier d'intervention, les dispositifs aussi que l'exploitant met en œuvre, donc son plan d'opération interne, etc. Leur premier objectif est bien de limiter les dégâts humains directs, donc à savoir des morts et des blessés immédiatement lors d'un moment dû à l'accident. Sur Lubrizol, on est dans un cas un peu différent dans la mesure où c'est une toute autre question qui est posée, c'est de savoir quels sont les impacts à très long terme sur les populations. On est sur des impacts sanitaires, on n'est pas sur des impacts toxiques, thermiques, sur pression, les choses dont on a l'habitude, entre guillemets, de parler et qui sont un peu plus facilement quantifiables.
Donc, pour quantifier ces impacts sanitaires, la réponse, c'est une étude épidémiologique, mais du coup qui va s'étendre sur plusieurs années, puisque l'objectif est de savoir s'il y a une augmentation. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais de ce que j'en comprends, c'est de savoir s'il y a des augmentations des prévalences de cancer, par exemple, de prévalence de certaines pathologies. Et pour ça, on a besoin d'avoir un retour temporel suffisant et de comparer ça avec des populations de référence. Donc ça, c'est, à ma connaissance, assez inédit à la suite d'un accident, puisque d'habitude, on est plutôt sur des impacts directs et plus facilement quantifiables. Merci, Monsieur Campillo. Un témoignage de la société Effectif, Monsieur Lopez, qui confirme qu'ils ont la plus grande difficulté à récupérer des informations sur la phénoménologie, sans doute sous-entendu les scénarios, dans le cadre de nos prestations études auprès des riverains et des entreprises sources. Donc, voilà communiquer l'information. Je crois que nous arrivons à la fin avec quelques minutes de retard, mais si je regarde le nombre de participants à cette heure-ci, on est près de 200 encore. Donc, je ne peux que saluer la qualité des interventions. Je salue de mon côté, à mon niveau également, le chat qui a été actif. Malheureusement, on n'a pas répondu à toutes les interrogations. Il y a eu des témoignages. J'espère en tout cas que cette matinale, et certains en ont salué le contenu, répond à un moyen qui permet de favoriser l'information préventive, l'information. Je vois que certains réagissent encore. Luc Gaucheran, quels moyens de communication sont utilisés chez Arkema pour constituer la cellule de crise et gérer l'alerte? Je sous-entends également la question de l'information perceptible de l'extérieur sans enjeu sanitaire, odorant, sonore, visuel. On revient vers vous, Monsieur Marchand. Oui, donc bon, pour la première question, comment on mobilise nos équipes d'astreinte? Donc c'est par des systèmes, il y a le téléphone classique, mais autrement pour sécuriser l'ensemble dans les zones où éventuellement le portable ne passerait pas, c'est des dispositifs de bip, comme on le SDMIS, type alphapage, qui prévient les personnes. Donc ça c'est pour mobiliser l'équipe d'astreinte, donc quand ils sont pas sur site. Après, je vais faire la même réponse qui a été faite tout à l'heure, à savoir effectivement que nous, industriels, dans la phase de gestion de la crise, on ne va pas communiquer directement au public. Ce que l'on va faire, c'est que la cellule de crise va rapidement informer, bien sûr, la préfecture, la DREAL, nos mairies environnantes pour leur expliquer ce qui se passe, et encore une fois, le plus tôt possible, mais avec le maximum d'informations vérifiées, parce que tout l'enjeu est là. Communiquer vite, c'est bien. Pour avoir géré une ou deux crises, on peut vous dire qu'il y a énormément d'informations à traiter, et il y a pas mal de rebouclage à faire avant de valider l'information. Donc donc après, effectivement, et ça a été encore une fois redit par Monsieur le Préfet lors de la réunion qu'il a eue avec tous les industriels il y a quelques semaines, où la communication doit être effectivement uniforme et unique auprès du public. Donc moi je confirme également que Arkema ne communique pas directement auprès du public. Si jamais, bien sûr, dans nos scénarios de crise, on modélise ça, on s'entraîne également à ça, et on ne peut pas exclure le fait que dans le quart d'heure qui suit, vous allez avoir un nombre peut-être conséquent de journalistes aux bornes à la porte du site. Donc si les moyens de sécurité nous permettent de les recevoir, on les recevra et on échangera avec eux. On leur donnera les informations dont on dispose et qui auront été encore une fois validées avant. Après, effectivement, pour des raisons de sécurité, il n'est pas impossible également qu'on n'autorise pas cette rentrée. Alors bien sûr, quand on est dans le cas d'un PPI avec le rayon de bouclage qu'on a aujourd'hui, là, effectivement, il y aurait l'isolement autour du site. Mais voilà, pas de communication directe avec le public.
J'entends, vous parliez des journalistes, Cyril Seux, qui pour la deuxième ou la troisième fois rappelle ce qu'il avait entendu. Je rappelle, c'est notre journaliste du Progrès qui est toujours en ligne et je le remercie de l'attention qu'il a accordée à l'ensemble de la session, puisqu'il en sera un relais auprès des populations. C'est le rôle également des médias. Votre question, c'est à quand des exercices uniquement, alors exercices de type PPI, mais dont la convention d'exercice ne se limiterait qu'à tester le signal d'alerte, ou reformuler encore dans mon propos, l'ensemble des modalités d'information et d'alerte dans le cadre d'exercices qui permettraient, dans ce sens, d'associer les populations, puisqu'elles seraient les premières à entendre par une modalité ou une autre, puisqu'on est sur du principe de redondance sur l'alerte, qui peut répondre à cette question. Quand est-ce qu'on fera des exercices simples qui permettent à minima d'alerter en bassin urbain les populations? Est-ce que c'est difficile à mettre en place? C'est des questions qui avaient été réfléchies dans le cadre de la campagne d'information préventive des populations, à savoir imaginer un temps fort à forte valeur symbolique en déclenchant les sirènes PPI. Qui peut répondre? Sans doute Monsieur Campillo. Qu'est-ce que vous en penseriez? C'est une idée effectivement qui est évoquée régulièrement. Après, on se retrouve dans une difficulté de mise en œuvre importante, puisque l'objectif, c'est qu'il ne faut pas brouiller le message lors de l'exercice. Il faut bien que tout le monde comprenne que c'est un exercice. Si on a envie de tester, il faut définir les objectifs de cet exercice-là. Est-ce que c'est juste tester les moyens techniques? Est-ce que c'est tester la mise en œuvre par les exploitants, les services préfectoraux? Est-ce que c'est tester la réaction des populations? Et voilà, à mon avis, tout ce qui est exercice impliquant des populations qui sont nombreuses et dont on a dit que, a priori, elles n'étaient pas complètement bien informées vis-à-vis des gestes à adopter quand la sirène retentit. C'est assez difficile et ça risque d'être contre-productif et voire générer des mouvements de panique qu'on veut absolument éviter. Donc moi, à mon avis, mais c'est une opinion personnelle, je pense que les exercices de ce type-là seront lancés vraisemblablement quand le self-broadcast sera disponible, puisque là, le risque d'effet panique est moindre. Vous avez une information qui est lisible, qui détaille la conduite à adopter et qui est attendue de vous. Et donc, il y a moins de risques que le message ne soit pas bien perçu et que ça brouille un peu l'objectif attendu. Merci, Monsieur Campillo. Je rappelle à notre correspondant du Progrès que les préfectures, dans le cadre du déploiement du système SAIP, système d'alerte et d'information des populations, ont été amenées, je rappelle, sur la question du maillage des sirènes, à faire des tests, et le département du Rhône a été pilote en la matière, et beaucoup de médias ont relayé l'information préventive quant au test des sirènes. Merci à vous, Monsieur Campillo. Je vois qu'il y a encore des questions. On a toujours 160 participants. Il est midi, l'heure du déjeuner. On va le faire comme ça pour couper court aux échanges. Je salue des radioamateurs de la Loire, Frédéric Boucher, qui a réagi et qui signale que l'approche multicanaux, mais ça c'est certainement des propos de radioamateurs, on parle de redondance, il n'y a que ça de vrai, d'où l'idée d'une API, alors peut-être sans doute d'une appli, de manière à toucher un maximum de personnes. Sur Twitter, ça a pas mal tweeté également. Je salue Gilles Martin. Sauf erreur, il contribue au webinaire qui sera d'actualité le 17 novembre. J'attire l'attention de tous et je remercie à Guilhem de mettre le slide dédié à ça. Je vais terminer là-dessus. Je rappelle, le Spiral, le SPI, l'Apora et l'ensemble des partenaires tiendront un webinaire le 17 novembre, donc ça doit être mardi prochain, sur la thématique de l'alerte.
Et je reformule sur la thématique de l'information et l'alerte et l'ensemble des modalités techniques qui concourent à l'optimiser. Soyez nombreux. Je vais m'arrêter là. Je ne crois pas qu'au niveau du protocole, quelqu'un reprenne la parole. C'est frustré que je vous dis de vous déconnecter puisqu'on est encore 150 participants. Je vous remercie à tous, la technique, les intervenants, les partenaires. Et côté IRMA, on a bien entendu que le format webinaire convient parfaitement. Et si j'en fais une synthèse à chaud, entre la session grenobloise et la session lyonnaise, on a atteint les 500 participants. Donc, ça répond à une attente. Merci à vous tous et à très bientôt pour des webinaires de l'IRMA, mais d'autres. Et j'attire encore l'attention sur le webinaire Les bons réflexes, sur la question d'alerte qui se tiendra le 17 novembre de 9h30 à 17h30. Venez-y nombreux. Merci à vous tous. Au revoir.